Eh bien, bonjour à tous, bon après-midi en cette première journée du Paris Coffee Show 2023. Merci à tous d'être là, ça fait toujours plaisir de voir autant de monde à une table ronde sur ouvrir son coffee shop. Je suis Marie-Hélène Kennedy, consultante et formatrice en création d'entreprises dans le secteur du café de spécialité. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde sur le parcours d'entrepreneuriat, ouvrir son coffee shop ou sa torréfaction artisanale. Donc on va voir qu'on va parler des deux. Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont là pour ouvrir, ils vont aussi bien entendre des choses sur les coffee shops, les salons de thé que sur la torréf artisanale. Pour ce faire, je me suis entourée de 4 experts. J'aurais pu en avoir plus tellement le parcours est important, mais j'ai pris les meilleurs et je suis absolument ravie d'accueillir. Encore une fois, je suis très fière de mes tables rondes avec une parité intégrale, comme vous pourrez le noter. Nous avons, alors je commence dans l'ordre qui me vient, Patricia, l'excellent délégué général de Initiative France. Bonjour Patricia. Bonjour. Pierre-Alexandre Assier, fondateur de Capitole Immobilier. Bienvenue Pierre-Alexandre. Merci Marie-Hélène. J'enchaîne avec Maria Hernandez, une habituée de la scène café, de l'espace conférence. Merci Maria d'être présente encore une fois. Maria Hernandez, cofondatrice de The Beans on Fire, torréfaction collaborative, on va voir. Bonjour à tous et merci à toi pour l'invitation. Et enfin Massimo, que je ne présente plus, ou je présente encore un peu. Massimo Santoro, responsable de la formation chez Maxi Coffee. Voilà, école partenaire de mon petit business, entre autres. Ravie de t'accueillir, Massimo. On a un peu l'habitude tous les deux de se rencontrer sur les tables rondes d'entrepreneuriat, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir pour moi aussi et je suis vraiment ravi de partager mon expertise avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, la filière café est aujourd'hui à un moment important de son activité, de son expansion. Je pense que c'est une filière qui attire de plus en plus de monde. On le voit depuis maintenant une bonne dizaine d'années sur Paris et la région parisienne et maintenant sur la France entière. C'est une filière qui attire et qui attire à plein de niveaux. On le voit parfois qui attire de son côté. On arrive dans le café par plusieurs portes, mais souvent les porteurs de projets que l'on a sont attirés par le côté manuel, le côté concret, le côté saveur, le côté origine, le côté goût. Ce sont les mots qu'emploient nos porteurs de projets en parlant de leur envie de se lancer dans cette filière. Les métiers d'artisanat sont de plus en plus reconnus aujourd'hui en France. On a une filière artisanale en France. On a la chance d'avoir ces métiers qui sont de plus en plus valorisés aux yeux non seulement des pouvoirs publics, mais des Français qui recherchent dans leur métier un sens et une volonté de revenir à soit du très concret, soit des valeurs, et on va voir que la filière café répond à toutes ces envies-là. Souvent, le parcours de créer peut être un parcours complexe. D'abord, il y a beaucoup d'acteurs en France, on va le voir. Hein. On en a un exemple sur cette table ronde, mais on verra la multiplicité d'acteurs qui aident à la création d'entreprises. Donc, c'est plutôt positif, mais aussi, il faut s'y retrouver. Et donc, le parcours de création d'entreprise dans le secteur du café, c'est pas juste un parcours de création d'entreprise. On va essayer de vous le décrire, adapté à votre situation, que ce soit votre volonté d'ouvrir un coffee shop ou une torréfaction artisanale. Maxi Coffee, mon petit business, on est sur le parcours entrepreneur où on va vous accompagner de la définition de votre concept jusqu'à l'ouverture de votre établissement.
En fait, souvent, le porteur de projet, il a un peu en tête ce qu'il veut faire, mais il a d'abord trop de choses et il se dit, mais par quel bout je vais le prendre tout ça, parce que je dois me former, il faut quand même, je m'y connais pas en gestion, oui mais la torréfaction c'est quoi, barista, et puis la cuisine qu'est-ce que je vais faire, donc vous voyez qu'il y a une multitude de choses à faire. Donc nous on va vous accompagner dans ce méandre, dans ce labyrinthe pour finalement en faire une ligne droite qui va être très simple, puisqu'on va partir et on va vous aider sur votre concept. Le concept c'est vraiment la première étape sur laquelle vous devez vous poser et vous poser longtemps. C'est-à-dire que vous allez devoir vous décider qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, où vous allez vous installer, quelle va être votre clientèle. Est-ce que vous allez être organisé à produire vous-même? Est-ce que si vous êtes torréfacteur, vous allez torréfier vous-même? Est-ce que vous allez torréfier sur place? Est-ce que vous allez vendre au client final? Est-ce que vous allez vendre aux professionnels? Si vous avez un coffee shop, est-ce que vous allez faire à manger? Est-ce que vous allez offrir du salé, du sucré? Est-ce que vous allez vous-même produire en cuisine, etc. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de questions à se poser en amont. Et cette partie concept, on l'aborde, souvent la personne arrive avec son idée, je veux ouvrir un coffee shop, je veux ouvrir une torréfaction artisanale, mais elle n'a pas réfléchi jusqu'au bout son concept. Donc, nous, on va vous accompagner sur cette définition qui va vous... Deuxième étape, arriver sur l'étude de marché. L'étude de marché, c'est ce qui va vous permettre finalement de vous projeter sur un territoire et dire est-ce que mon concept tel que je l'ai défini, sur ce territoire-là, à cet instant-là, va fonctionner. Vous voyez qu'on est encore en amont du local, du business plan qu'on va voir dans un instant, mais on en est encore à cette phase de théorie et de je pose sur le papier mes idées. La troisième étape, et c'est là que je vais commencer à faire appel à mes intervenants, ça va être le business plan et la recherche d'un local. Alors, on va voir que ce sont deux étapes assez cruciales dans la création d'un coffee shop ou d'un salon de thé ou d'une torréfaction. À la fois rechercher le local et à la fois être sûr qu'on va avoir les moyens de financer. Alors, je vais tout d'abord m'adresser à Pierre-Alexandre, puisque c'est toi qui vas nous parler de cette étape qui est vraiment importante de la recherche du local. Alors, peut-être parmi vous, vous allez me dire, oui, mais moi, je veux créer une torréfaction artisanale, je n'aurai pas de local ouvert au public. On pourra en parler dans les questions-réponses, peut-être dans un... Mais vous allez voir que même si vous n'avez pas un local ouvert au public, en tous les cas, quand vous torréfiez, le local est une clé essentielle pour pouvoir torréfier. Alors, Pierre-Alexandre, peux-tu nous parler du parcours d'un porteur de projet quand il cherche son local pour une torréfaction artisanale, un coffee shop, un salon de thé? Merci Marie-Hélène. Bonjour. Alors, je dirige une agence immobilière qui est spécialisée dans les sessions de fonds de commerce, de bars, brasseries, restaurants. Et nous avons accompagné beaucoup de personnes qui ont créé des salons de thé et des coffee shops. Et j'ai eu également l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient pour projet de faire des torréfactions artisanales. Alors, lorsque je rencontre une personne, la première chose qu'on regarde ensemble, c'est son projet. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire et quelles sont les contraintes techniques liées à ce projet. Par rapport à ces contraintes techniques, notamment en fonction du matériel qu'elle souhaite installer, il faudra voir avec elle les surfaces nécessaires. En fonction de la clientèle visée, est-ce qu'elle cherche un lieu avec une population assez jeune, du type le quartier latin à Paris, ou plutôt un quartier de bureau? On va regarder ensemble des secteurs, un secteur. Une fois qu'on a réussi à voir avec elle les surfaces, le secteur, est-ce qu'elle a besoin d'une terrasse? Est-ce qu'elle a besoin d'une large façade? Ou est-ce que c'est plutôt juste un point de vente pour faire de la vente à emporter? On va regarder ensemble, et ça c'est très important, la cohérence entre son budget et son projet.
souvent, vous avez des personnes qui vous disent « Moi, ça fait 1 an que je cherche un local et je ne trouve pas ». En fait, souvent, elles ne le trouvent pas parce que malheureusement, ou les contraintes techniques sont trop importantes par rapport à ce qui existe sur la place, ou alors, tout simplement, le budget ne permet pas d'acheter ce qu'ils souhaitent. Si vous voulez un emplacement premium avec une large façade, une jolie terrasse, et vous avez 30 000 € d'apport, malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir en amont. Quitte à, si le budget ne le permet pas, revoir le cahier des charges à la baisse. On regardera également, et ça c'est important, le montant de votre rapport personnel et votre expérience. Parce que ce sont 2 choses qui sont demandées, exigées par les banques. Aujourd'hui, il faut absolument avoir de l'expérience, soit dans la restauration, soit en tant que barista, pour pouvoir en tout cas se faire financer son projet. Une fois que on a mis en place un cahier des charges assez précis, parce que si vous voulez, nous, chez Capital, on doit avoir à peu près 500 locaux disponibles. Donc, pour ne pas se perdre, il faut vraiment être assez précis. Vous avez 2 types de biens, soit des locations pures, soit le rachat d'un fonds de commerce ou la reprise d'un droit au bail. Alors, sur de la location pure, souvent, ce sont des locaux qui sont assez bruts, dans lesquels il y aura beaucoup de travaux qui seront nécessaires. Et je vous appelle à être très vigilant sur le montant des loyers demandés par les bailleurs. Parce que souvent, sous prétexte que c'est de la location pure, ils sont un petit peu trop gourmands en termes de loyer. Or, un loyer trop important, ça va affecter la rentabilité de votre affaire. Et si un jour vous souhaitez revendre votre fonds de commerce, vous ne retrouverez pas de preneur avec un loyer trop important. Voilà. Ça, c'est une chose vraiment sur laquelle j'appelle à votre vigilance. Et puis, vous avez ensuite la cession d'un fonds de commerce. Alors, je vais t'arrêter là parce que là, ce que tu viens de dire, c'est essentiel. Hein. C'est vraiment déjà avoir des notions sur quelle est la part du loyer. Qu'est-ce que le loyer va représenter dans votre chiffre d'affaires total? Donc, vous voyez, vous avez des ratios à connaître. Donc, par exemple, un des ratios qu'on vous donne, c'est que le loyer ne doit pas dépasser 10% de votre chiffre d'affaires total hors taxe annuel. Donc, si vous êtes déjà en porteur de projet, et comme Pierre-Alexandre vient vous le dire, vous visitez un local vide parce que dans votre tête, vous dites bah, « j'ai pas de droit d'entrée ». Tiens, local vide, ça va me coûter moins cher. Premier danger, travaux. Énormément de travaux. Beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Le pire, je dis toujours, c'est les locaux bruts de béton. Vous allez devoir installer l'électricité, les canalisations, la plomberie, l'extraction, etc. Donc, c'est des choses qui, pour vous, vu de l'extérieur, vous dites « j'ai pas de droit d'entrée, ça va me coûter moins cher ». Première erreur. Deuxième erreur, un loyer élevé. Le propriétaire des murs, il va se dire super, j'ai quelqu'un qui s'y connaît pas trop, eh ben, je vais lui dire tiens, regarde, tu n'as pas de droit d'entrée, mais bon, bah oui, le loyer est un peu plus élevé. Or, accepter de prendre un loyer élevé au départ de votre projet, c'est vous condamner à ne pas pouvoir vendre votre fonds de commerce par la suite. Donc vraiment, il y a des erreurs que je vois tous les jours, et je suis sûre Massimo pourra aussi les partager, sur des porteurs de projets qui disent bah, aujourd'hui, j'ai pris un local, j'ai 3 000 € de loyer, mais je n'ai pas payé de droit d'entrée, mais finalement, j'ai eu 90 000 € ou 120 000 € de chiffre de travaux. Réfléchissez, renseignez-vous, posez des questions. Tout ça, c'est des choses vraiment qu'on vous apprend pendant la formation et qu'on vous indique pour éviter faire ce qu'on appelle les erreurs du débutant. Tout à fait, Marie-Hélène. La chose, lorsque vous avez un loyer qui est trop élevé, souvent, votre affaire à la revente ne vaut rien. Et si elle n'est pas rentable, le mieux à faire, c'est éventuellement rendre les clés au bailleur. Parce que vous n'en tirez même pas le montant de vos travaux. Vraiment, soyez très, très prudents sur le montant des loyers. Ensuite, vous avez la reprise effectivement d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail. Alors, et là, vous avez un financement qui se fait en général sur 7 ans. En fonction de votre cahier des charges, je vais vous proposer 2 cas de figure complètement différents. Le premier, par exemple, vous allez chercher un coffee shop ou un salon de thé.
À ce moment-là, on va s'orienter sur un local qui n'a pas forcément besoin d'un conduit d'extraction. Une simple hotte à charbon actif peut suffire. Et il faudra simplement vérifier que sur le bail, vous avez la possibilité de faire petite restauration et éventuellement préparation de pâtisserie, parce que souvent ça va de pair avec un salon de thé. Mais en tout cas, on est sur des choses qui sont beaucoup plus raisonnables et nous sommes sur des ordres de prix qui oscillent en fonction des locaux, des surfaces et des emplacements entre 50 000 et 200 000 euros. Si par contre, vous souhaitez faire de la torréfaction, alors là, par contre, les normes sont beaucoup plus contraignantes. On s'orientera plutôt sur un local qui est déjà de la restauration, avec un conduit d'extraction. Alors le conduit d'extraction, c'est un tuyau qui va sur le toit et qui sort à plus de 8 mètres de tout ce qui est porte ou fenêtre. Et en fonction du type de machine que vous allez utiliser, vous aurez parfois besoin de 2 conduits d'extraction. Un pour le refroidisseur, l'autre pour sortir l'air chaud. Parce qu'il faut savoir que dans la torréfaction, l'air qui sort parfois est autour de 300 degrés. Or, il y a très peu de locaux avec 2 conduits d'extraction. Donc à ce moment-là, on devra souvent négocier avec le syndic de copropriété et le bailleur la pose d'un second conduit, ce qui est beaucoup plus lourd en termes de contraintes. D'où parfois le recours justement à des systèmes collaboratifs pour la torréfaction et ouvrir simplement un salon thé coffee shop qui demande beaucoup moins de normes et qui est beaucoup moins cher. Parce que dès que vous avez un local qui a un conduit d'extraction, c'est au minimum 30% plus cher que s'il n'y en avait pas, à emplacement et typologie de local égale. Une fois qu'on a trouvé donc, ce local, on va faire des visites, un local va vous plaire. Vous allez nous faire une offre d'achat. Si l'offre est acceptée par le propriétaire du fonds de commerce, éventuellement, on va regarder très attentivement le bail commercial. Parce que le bail, c'est quand même le contrat qui vous lie au propriétaire des murs. On va s'assurer que l'activité autorisée par le bail permet de faire votre projet. Si c'est le cas, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, il faudra discuter avec le propriétaire bailleur pour modifier la destination du bail. Ça nécessitera souvent de lui présenter un dossier dans lequel vous allez lui indiquer le projet, les travaux que vous souhaitez faire et l'assurer qu'il n'y aura pas de nuisance, notamment pour le voisinage. Ça, c'est très important. Là, une fois que cette partie est faite, on va passer dans ce qu'on appelle en promesse de vente. Alors la promesse de vente, dans tout ce qui est cession de fonds de commerce ou droit au bail, se fait 9 fois sur 10 par un avocat et pas par un notaire. Parce qu'un fonds de commerce, juridiquement, c'est un bien mobilier, ce n'est pas un immeuble. Donc on va passer par un avocat. Vous aurez ensuite la phase de financement. Alors si vous avez déjà plusieurs affaires, vous avez un très gros apport, un contact privilégié avec votre banquier, vous pouvez aller directement le voir pour obtenir votre financement. Si par contre c'est une première affaire, je vous encourage très vivement à recourir au service d'un courtier spécialisé dans la restauration. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent monter les dossiers pour bien les présenter aux banques. Et ils ont aussi des contacts privilégiés avec les experts crédits. Et on voit que ça change complètement la donne. Je le vois beaucoup dans la restauration. Alors, avant de parler du financement, effectivement, c'est un gros sujet. Hein, c'est aller voir son banquier ou son courtier pro. Pierre-Alexandre, je voudrais revenir un instant donc, sur ce que tu disais. Vous voyez que chercher un local, finalement, vous ne pouvez pas arriver chez un agent immobilier, Capital Immobilier ou un autre, hein, en disant je cherche un local pour ouvrir une torref ou je cherche un local pour ouvrir un coffee shop. Ça ne va pas suffire. Il va falloir être très précis dans vos demandes. C'est quoi votre surface? C'est quoi vos contraintes? Est-ce que vous avez besoin d'une cuisine? Est-ce que vous avez besoin d'une extraction? Quel type de place assise? Une terrasse? Etc. etc. Un loyer. Donc vous voyez bien que plus vous allez avoir travaillé votre projet en amont, plus vous allez avoir défini votre concept, plus vous allez être en capacité de répondre facilement à ce type de questions. Alors, pourquoi il faut être préparé? Tout simplement pour gagner en crédibilité. Et c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je pense que Pierre-Alexandre me le dira, me sera d'accord avec moi, c'est que
lui et son équipe, ils vont arriver, ils vont vous recevoir très gentiment, ils vont vous poser 3-4 questions. Si vous ne répondez pas correctement à ces 3-4 questions, ils vont être très gentils. Au revoir madame, au revoir monsieur. Revenez quand vous serez plus avancé sur votre projet. Hélas, c'est comme ça. Ils ne sont pas là pour vous accompagner dans la création de votre concept. Ils sont là pour vous accompagner dans la recherche de votre local. Mais encore faut-il savoir quelles sont vos capacités de financement. Et pour savoir quelles sont vos capacités de financement, c'est qu'est-ce que vous voulez faire derrière. Donc, voyez bien que tout est lié et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner pour vous amener petit à petit à savoir parler aux professionnels. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous aurez répété et plus vous aurez défini votre concept, plus vous serez à l'aise quand vous irez voir l'agent immobilier, quand vous irez voir le banquier, que vous lui présenterez votre projet, ben, ça sera beaucoup plus facile. Et ce que je pourrais ajouter, c'est surtout ayez un budget qui soit cohérent avec le projet. Si vous voulez une affaire avec une belle façade, rue de Bretagne, c'est un certain prix. Et souvent, les personnes, comme je vous le disais, qui mettent beaucoup de temps à trouver un local, en général, c'est à cause de problèmes techniques ou alors du budget qui n'est pas cohérent avec le projet. Absolument. Alors, là, on parle du marché parisien. Il n'y a pas que Paris, et heureusement. Il y a la banlieue et il y a la province. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est pour ceux qui sont en phase de création, qui ont l'idée, mais qui ne savent pas encore très bien ce que ça va donner. Ne vous cantonnez pas à Paris. Regardez en banlieue, regardez la province. Il y a des choses incroyables à faire. Aujourd'hui, il y a des ouvertures à Paris. En veux-tu, en voilà, quasiment, allez, on a une table ronde bientôt sur les tendances dans les coffee shops. Je crois que ça doit être une à 2 ouvertures par semaine à Paris. Donc, voyez bien la compétition, l'état de compétitivité que vous allez avoir sur un marché qui est hyper déjà quasi saturé. Donc, arriver à vous différencier sur un marché comme le marché parisien, ben, il va falloir en faire. Hein. Il va falloir changer de l'avocado au toast. Hein. Parce que c'est fini, ça. Vous ne pouvez plus faire le coffee shop d'hier. Donc, il va falloir faire le coffee shop de demain. Alors, si vous êtes encore à vous dire, bon, bah, moi, je découvre, je m'informe, etc., bah, allez en province. Si vous hésitez aujourd'hui sur votre lieu d'implantation, je pense que l'avantage de la province, c'est qu'il y a encore des tas de territoires qui sont complètement vierges. Et rechercher un local sera aussi moins difficile et moins coûteux. Souvent, pas tout le temps, hein. Vous avez des villes comme Toulouse, par exemple, ou comme Lille, où les centres-villes sont extrêmement chers hein, pour arriver à avoir des reprises ou des droits au bail ou même des locations pures. Ça va être compliqué. Mais il y a plein d'autres territoires, il y a plein d'autres villes, donc n'hésitez pas. Si vous hésitez, si vous n'avez pas vraiment votre territoire d'implantation, avant de vous décider, allez faire une étude un peu, je dirais, au-delà de votre territoire auquel vous avez pensé en premier. Bon, il y a juste un dernier point, le temps que tout ça met. En gros, pour trouver un local, comptez entre 1 mois et 2 mois. Une fois que vous avez fait une offre d'achat pour passer en promesse de vente, encore à peu près 2-3 semaines. Pour obtenir votre financement bancaire et la vente définitive, encore 3 mois. Et après, vos travaux, ça vont varier souvent entre, si c'est juste un petit coup de peinture sur une session de fonds de commerce, ça va être 2 semaines, mais ça peut être 3 mois et plus s'il y a de lourds travaux, comme dans le cadre d'une location. Donc, comptez globalement entre le premier rendez-vous et le moment où vous ouvrez votre établissement, entre 8 et 9 mois. Voilà, gardez ces durées en tête. Alors, nous, on dit 8 à 12 mois, surtout avec le Covid. Les 3 années de Covid, elles ont quand même perturbé énormément les délais. Hein. Et on voit bien que même quand on a un accord de prêt, des fois, le prêt, on a l'accord théorique, mais pour le débloquer, ça va prendre 1 mois, 2 mois et parfois, on est surpris de voir à quel point on a du mal à décrocher le prêt qui est accordé.
Alors, du coup, merci Pierre-Alexandre. On va revenir sur ces choses-là. Mais je voudrais donner la parole à Patricia parce qu'on va voir que avant d'aller chercher le local, il faut vraiment avoir bouclé son business plan. Alors ça, c'est une chose un peu contre nature. Hein. C'est souvent les porteurs de projets certains me disent, j'ai le local, mais alors je ne sais pas très bien où je vais. Alors là, je dirais c'est le cas, pour moi, le plus dramatique, entre guillemets, c'est d'avoir déjà signé un local alors qu'on ne sait pas du tout combien ça va nous coûter et quelle est la rentabilité de ce local. Donc, il faut prendre les choses à l'envers. Il faut plutôt se dire, OK, c'est quoi ma capacité d'investissement? Combien je vais pouvoir emprunter? Et ma capacité d'investissement plus mon emprunt, ça va me donner mon enveloppe totale. Et avec ça, qu'est-ce que je peux m'acheter? Qu'est-ce que je peux m'offrir comme local? Souvent, je parle du local comme si vous achetiez votre propre appartement. Si certains d'entre vous, je l'espère, ont peut-être déjà acquis une résidence principale, un studio, un petit appartement. Vous voyez bien que quand vous êtes allé voir l'agent immobilier, vous êtes arrivé avec plein d'espoir. Vous lui avez dit, bah voilà, j'aimerais un dernier étage avec ascenseur, une petite vue sur la Tour Eiffel, un ascenseur, peut-être même 2 salles de bain et 2 toilettes ou une salle de bain, etc. etc. Et j'ai 350 000 €. Vous voyez bien qu'à un moment donné, la réalité va s'imposer à vous. Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir se dire, bon, OK, alors qu'est-ce que je choisis? Et surtout, du coup, quelles sont les choses que j'abandonne pour arriver à cerner le prix que je vais pouvoir mettre dans le local. C'est grâce à ça que je vais pouvoir arriver avec un business plan. Alors, pour arriver auprès du banquier, la première question que va vous poser, ou une des premières questions que va vous poser votre banquier, c'est quel est votre rapport personnel. Alors, du coup, l'apport personnel, on va voir, hein, ça peut se composer de vos économies, des économies des papas et des mamans, des frères, des sœurs, des amis, hein, les full family and friends, hein, les 3 F dont on pose parfois, dont on parle. On va voir qu'il y a le crowdfunding aussi, hein, que vous allez pouvoir solliciter. Mais surtout, un des principaux acteurs que vous allez pouvoir solliciter pour compléter votre rapport personnel, c'est des réseaux en France qui viennent aider à la création d'entreprises et à financer vos projets. Du coup, Patricia, je te laisse la parole puisque je te laisse présenter le réseau Initiative France et qu'est-ce que vous faites pour aider les porteurs de projets. Merci Marie-Hélène. Alors, déjà, moi, le premier conseil qu'on donne aux entrepreneurs, quels qu'ils soient, ne restez jamais seuls. La première, il y a 2 facteurs de succès. 1, ne pas rester seul, se faire accompagner par un acteur qui va vous aider à monter votre projet et à vous suivre sur les premières années. Et 2, monter le bon plan de financement dès le démarrage pour couvrir les 3 premières années. Parce que sur les 3 premières années, vous aurez du mal à lever de nouveaux ou prêts ou fonds. Alors, effectivement, pour faire ça, il y a plusieurs réseaux d'accompagnement, dont Initiative France. Alors, nous sommes un réseau associatif qui est très ancré sur les territoires, puisque ce sont 207 associations présentes partout en France. Et on a pour mission d'accompagner et de financer la création ou la reprise d'entreprises. L'ensemble est totalement gratuit, les conseils et le financement que l'on va apporter. Donc comment ça va se passer? Peut-être vous donner déjà quelques chiffres, vous voyez un peu ce qu'on fait sur la filière, si ça vous intéresse. Ouais. Donc chaque année, on accompagne à peu près 20 000 créations reprises partout en France par an. Et sur la filière café, hôtel, restaurant, c'est un peu plus de 2700 qu'on a financé l'année dernière. Donc c'est une part importante en fait de notre activité. Donc alors dedans les coffee shops, on ne sait pas les isoler puisque c'est le même code, mais enfin globalement on voit que c'est une activité qui est en croissance puisque ça a fait plus 15% l'année dernière. Alors, comme on a regardé pour aujourd'hui, là, sur la torréfaction, le chiffre est moindre, mais on a financé 25 torréfacteurs l'année dernière, et là, le chiffre, c'est plus 67%.
Je parle des chiffres sur l'ensemble de la France que nous, on a financé. Hein, ce n'est pas l'ensemble, mais enfin, ça donne déjà une indication de la dynamique. Alors, comme tu le disais, Marie-Hélène, Paris n'est pas le centre du monde, puisque nous, comme on est très implantés sur le territoire, finalement, on a une force de frappe qui est bien plus sur l'ensemble des territoires. Et les régions les plus importantes en dynamique, ça va être le sud, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. C'est les 3 premières régions sur lesquelles on est actif sur ces secteurs-là. Alors, comment ça va se passer? Nous, on va accueillir un porteur de projet quand il a effectivement bien maturé son projet, son concept. Donc, c'est ce que disait Marie-Hélène. Il faut savoir ce que vous voulez faire ou quelle spécificité, quelle spécialité vous allez mettre en avant. Une fois que vous avez posé votre concept et vous dites, bon, ça y est, maintenant, je vais me lancer. Alors, nous, on va accueillir le porteur de projet et on va avoir un chargé d'accompagnement qui va regarder déjà ce que vous avez écrit, qui va vous poser plein de questions et puis qui va vous aider à finaliser le business plan. Ou si vous en avez fait un, il va le challenger, il va vous poser des questions pour toujours affiner et repérer en fait ce qui va et ce qui ne va pas. Et quand le chargé d'accompagnement va considérer, ouais, finalement, ça y est, ça, je pense que ce projet-là, il est chouette, il est viable, on va le passer en comité d'agrément. Alors ça, c'est toujours un exercice compliqué, parce que c'est en général la première fois que vous faites un pitch officiel qui va vous permettre de déclencher un financement. Et là, il faut se rassurer, c'est impressionnant, mais en fait, le comité, il est composé de chefs d'entreprise, d'anciens chefs d'entreprise, de partenaires qui ont toujours un regard bienveillant. Donc, il ne faut jamais avoir peur. On est là pour vous aider. Mais on est là pour s'assurer que votre projet va réussir et que vous allez pouvoir en vivre. Ce qui est important, parce qu'il ne faut pas non plus rêver quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ça doit vous permettre, vous, de vivre et de développer des emplois. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder. Et puis, si le comité considère que le projet est viable et que vous correspondez à votre projet, parce que l'adéquation porteur de projet, projet d'entreprise est clé, parce que c'est une aventure quand même, hein, donc il faut pouvoir la supporter, on va vous accorder un prêt d'honneur. Et alors, ce prêt d'honneur, le montant n'est pas extraordinaire, il est 10 000 € en moyenne. Mais alors, surtout, il va vous permettre d'obtenir votre prêt bancaire. Parce qu'en général, quand le réseau Initiative dit oui et accorde un prêt d'honneur, vous avez 9 chances sur 10 que la banque vous finance. Parce que nous, on va servir un peu de crédibilité. Le banquier sait qu'on a examiné le projet. Le banquier sait qu'on a été regarder si ce projet, sur ce territoire-là, il était viable, etc. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, de bien doser son plan de financement global sur les premières années. Et puis, on ne s'arrête pas là. On va vous accompagner sur les 3 ou 5 premières années pendant que vous allez rembourser le prêt. C'est un prêt, je précise, c'est un prêt d'honneur sans garantie, un prêt à la personne à taux zéro. On va prêter à la personne. Donc, du coup, ça va lui permettre de compléter son apport personnel ou de s'y substituer si jamais elle n'en a pas. Parce que nous, notre mission, c'est vraiment de permettre à chacun de pouvoir créer son entreprise, quelle que soit son expérience. Donc, nous, on va intervenir sur l'aspect entrepreneurial, sur la dynamique du chef d'entreprise, mais évidemment sur des projets un peu techniques. Il faut toujours que vous vous assuriez également que vous avez les compétences techniques, comme on le verra tout à l'heure. Alors Marie-Hélène, tu m'as demandé de donner des exemples de plans de financement. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le plan de financement, évidemment, il va être très variable. En fonction de la ville. Effectivement, vous êtes en milieu rural ou en plein centre de Paris, ça ne va pas être la même chose. Et également, si c'est une création ou une reprise. J'insiste sur vraiment les opportunités que représentent les reprises. Parce que quand vous allez reprendre une entreprise, vous avez déjà une clientèle qui est installée, vous avez déjà un lieu qui est en général approprié. Et ça ne vous empêche absolument pas de mettre votre propre patte, votre propre idée. Donc, il faut vraiment penser aussi à la reprise parce que ça va faciliter un développement de l'activité beaucoup plus rapide que si vous étiez en création où là, vous avez tout à faire. Donc, n'hésitez pas à rechercher les opportunités de reprise.
Alors oui, juste là, je t'interromps un instant, Patricia, parce qu'effectivement, c'est quelque chose on a échangé ensemble. Souvent, les porteurs de projets qu'on reçoit sont création, création, création. Je veux ouvrir, moi, ma torréfaction. Je veux ouvrir, moi, mon coffee shop. Déjà parce qu'on veut avoir sa propre patte, on veut donner sa propre identité, ce que je peux comprendre, mais aussi parce qu'on a l'impression que ça va coûter moins cher. Encore une fois, c'est une erreur de penser que ça va vous coûter moins cher de partir de zéro, de créer, que de reprendre. Hein. C'est un peu comme le local vide où vous vous dites, bah tiens, il n'y a pas de droit d'entrée, ça va me coûter moins cher. Bah, au final, non. Hein. J'étais la première, moi aussi, à le croire. Et en fait, quand vous faites les comptes, quand vous mettez les chiffres sur le papier, bah, vous allez voir que parfois, reprendre une saladerie, une sandwicherie qui ne marche pas. Alors c'est sûr, hein, il ne faut pas reprendre KB Coffee Roaster, hein, il ne faut pas aller reprendre le coffee shop qui marche, enfin je le cite lui, je pourrais en citer des dizaines d'autres. Mais si vous reprenez un fonds de commerce qui périclite, qui ne va pas bien, vous allez voir que vous allez récupérer un lieu, vous allez récupérer des structures, vous allez récupérer de la tuyauterie, de la plomberie, de l'électricité, peut-être de l'extraction, de la climatisation, qui va faire que bah, tout ça, après, vous le mettrez à votre goût. Vous pourrez l'aménager, vous pourrez mettre votre logo, vous pourrez mettre votre touche, vous pourrez mettre votre identité. Mais ne croyez pas que de partir de rien va être plus facile et moins coûteux. Alors, j'insiste encore plus sur la torréfaction artisanale. Hein, parce que, alors là, on est encore à un niveau de complexité encore plus grand. Le marché de la torréfaction artisanale, et Patricia nous le confirme, et merci Patricia de m'avoir donné les derniers chiffres que je n'avais pas. Je le sentais moi, parce que je voyais bien que les projets se multipliaient en torréfaction artisanale. Et je pense que Massimo pourra le confirmer. Mais partir de zéro en torréfaction artisanale, c'est compliqué. Vous allez devoir vous créer une clientèle. Si en plus vous voulez viser par exemple des pros, des cafés, des hôtels, des restaurants, se créer cette clientèle-là, ça va être extrêmement difficile. N'oubliez pas que le rôle du torréfacteur, c'est que j'importe du café vert, je torréfie, je mets en sachet, je fais mes étiquettes et je vends. Si en plus vous devez aller démarcher une partie de la semaine des pros, ça devient compliqué. Rien ne vaut d'aller trouver une vieille brûlerie, peut-être dans un territoire français avec une personne qui veut peut-être partir à la retraite, qui est fatigué, qui veut changer de vie, qui en a marre, qui est prêt à lâcher sa torréfaction, sa brûlerie. Et vous prenez derrière, avec toute votre connaissance que vous aurez acquise du monde de café de spécialité d'aujourd'hui et de demain, mais d'aujourd'hui. Donc du coup, vous allez repartir quand même sur un acquis, sur une base, et vous verrez que ça va être beaucoup plus facile pour aller vous faire financer. J'insiste sur la torréfaction artisanale encore plus que sur les coffee shops. C'est vraiment, si vous avez l'occasion de discuter avec un torréfacteur qui souhaite vendre, allez-y, creusez jusqu'au bout pour voir si financièrement, et je peux quasiment mettre ma main à couper, vous verrez que c'est beaucoup plus rentable que de partir de scratch. Je te relaisse la parole. Alors, juste quelques exemples de chiffrage et de voir quel était le montage du plan de financement. Alors, j'ai pris Orléans comme exemple, qui est une ville moyenne, qui peut être assez représentative de ce qu'on trouve sur les villes de province. Donc là, sur 2 salons de thé coffee shop, le plan de financement moyen, c'était à peu près entre 130 et 150 kg. Et alors en général, l'équilibre qui est trouvé, là pour le premier, c'était l'apport personnel de la personne 17 000, le prêt d'honneur initiative 15 et le prêt bancaire 100 000.
Donc ça, c'est à peu près le plan de financement moyen. Alors évidemment, à Paris, on va être x2, des fois x3, en fonction de la surface et de l'emplacement. Donc c'est pas là le plus facile. Et honnêtement, toutes les structures de financement sur Paris ont une sélectivité beaucoup plus forte parce qu'on est assailli de demandes. Et du coup, le taux de rejet est malheureusement plus fort. Alors sur la torréfaction, moi, quand je me déplace souvent sur les territoires, il y a un projet que j'ai trouvé absolument incroyable dans le Comminges. C'est vraiment milieu rural. Hein. Et ben là, il y a 2 salariés qui ont repris la torréfaction, un torréfacteur, c'est ce que tu disais, ils n'y travaillaient pas. Hein. Donc, mais ils se sont intéressés et ils ont repris donc là, c'est une reprise d'entreprise par les salariés. Là, le projet est un peu plus ambitieux, parce que c'est à peu près 250 000 euros. Parce qu'ils ont repris la torréfaction et ils avaient envie de mettre leur patte personnelle, et donc en plus ils ont créé un coffee truck, c'est-à-dire qu'ils font les marques. En fait, ils ont développé la vente directe en plus du circuit de distribution qu'ils avaient avant, et donc ils font le tour sur des marchés, des animations pour aller présenter leur café au grand public, ce qui permet d'attirer aussi l'attention. Donc moi j'ai trouvé que ce projet-là il était super chouette, mais du coup avec un plan de financement plus important. Voilà. Et donc là, nous, on a demandé un apport personnel à peu près de 33 000, prêt d'honneur de 20 000, prêt bancaire 160 et crédit vendeur 30 000. Voilà, ça vous donne quelques ordres de grandeur. Après, il y a plein d'exemples. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui aussi, les banques et les taux augmentent et le temps de déblocage des prêts a tendance à s'augmenter. Voilà, donc il faut l'avoir en tête dans votre calendrier. Super, merci beaucoup Patricia. Encore une fois, tu confortes exactement nous les plans de financement qu'on fait. Et je pense que c'est une des questions que vous auriez posées peut-être en fin de notre table ronde. C'est que avoir un plan de financement, donc un plan de financement, je vous rappelle, hein, c'est quoi? C'est tout l'argent que vous devez mettre sur la table avant d'ouvrir. C'est ça, hein, ni plus ni moins, c'est votre budget global. C'est combien je vais devoir dépenser jusqu'au jour de l'ouverture. Voilà. Aller en dessous de 150 000 euros sur Paris, c'est, allez, impossible. Alors, il y a toujours celui qui va me dire « Oui, mais moi, j'ai réussi. » Bon, ok, très bien. On en reparle dans 3 ou 5 ans quand on aura pu exploiter cet endroit. Mais en tous les cas, voilà, c'est une ordre de grandeur, fourchette basse, 150 000, vous voyez qu'on est vraiment sur la fourchette basse. Et puis ça peut monter bien au-delà, surtout sur Paris, bien entendu. Et puis je dirais aussi, si on veut, s'équiper. Alors, du coup, ça me permet de faire une bonne transition auprès de Massimo. Massimo, le métier de torréfacteur, et après on entendra Maria donner la réalité, hein, puisque Maria est torréfactrice, mais côté formation, on est quoi? On est torréfacteur, on est barista, qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir un coffee shop ou une torréfaction artisanale? Déjà, je remercie le collectif Café qui nous a mis en situation réelle. On a la même température que dans une torréfaction, donc c'est super. Non, donc pour ouvrir une torréfaction, ça dépend quelle typologie de torréfaction on va ouvrir. Est-ce qu'on va ouvrir une torréfaction pure, c'est-à-dire qu'on va faire juste de la revente du café, ou est-ce qu'on ouvre une torréfaction avec dégustation, parce qu'on a envie de capter aussi de la clientèle un peu plus B2C que juste de la B2B, parce que c'est quand même deux marchés complètement différents, et quand on s'élance dans cette typologie de projet, il faut bien démarrer d'un des deux, et après, au cas où, dans un futur, développer aussi autre chose. Se former, c'est très important. Donc, dans tous les métiers du monde, il faut se former. Donc, pourquoi pas dans les cafés? Donc, c'est fini l'époque où on disait les cafés, c'est un café, il faut juste appuyer sur un bouton. C'est pas vraiment ça. C'est pour ça aussi que la formation café marche énormément, parce que les attentes sont très, très basses. Quand on arrive en formation, on se rend compte que les cafés, c'est un produit noble, et que si on veut bien l'exploiter, il y a énormément de variables qu'il faut acter. Donc, pour la torréfaction, je démarrerai toujours, bien sûr, nos formations torréfaction pour apprendre la
technique, mais il y a aussi à apprendre en partie sensorielle. Donc il faut déguster notre café pour savoir s'il est bon. Donc on ne peut pas demander au client est-ce que mon café il est bon, parce que chacun a ses papilles gustatives. Donc se remettre à niveau par rapport à ça, mais surtout savoir d'où vient le café, comment il a été produit, quel process a subi. Okay. Sont tous des paramètres très importants pour arriver à cuire, à torréfier notre grain de la meilleure façon. Et bien sûr, je suis barista de base, donc le métier de barista, il faut savoir extraire notre café. Donc on peut faire une super torréfaction, c'est super. Mais si après les baristas travaillent derrière le comptoir, ne sait pas régler son moulin, ne sait pas gérer les variables d'extraction, le café ne sera pas bon. Donc c'est très important de se former. Et quand je dis se former, ce n'est pas faire une formation d'une semaine au début de notre projet. Parce que oui, ça il faut l'avoir, c'est les bases. Mais le café, il est en perpétuelle évolution. Donc il faut continuer à se former tout au long de notre vie. Continuer à se renseigner. C'est un travail de passion. Donc il faut être passionné, il faut se donner énormément pour ces produits. Merci Massimo. Donc oui, c'est important de se former parce que vous allez voir que, par exemple, pour ceux qui veulent ouvrir un coffee shop, vous avez peut-être dans l'idée, bah, moi j'ai envie, donc vous êtes plus attiré par exemple par la cuisine de coffee shop, les gâteaux, la pâtisserie, vous dites bah, le café ça fait partie intégrante, mais en fin de compte vous allez voir que pour extraire un bon café, bah, il faut être barista, il faut avoir fait une formation parce que l'extraction aujourd'hui de café c'est un process qu'il faut apprendre. Et puis aujourd'hui, bah, on voit l'engouement pour le latte art et on voit qu'aujourd'hui, bah, tout le monde veut avoir sa petite tulipe, son petit cœur, son petit dessin. Donc voyez bien que si demain vous vous dites bah, je veux ouvrir un coffee shop et que vous n'avez jamais fait mousser du lait et que vous essayez de faire votre petit cœur ou votre petite rosace, vous allez voir que vous allez être déçus. Sauf si Massimo vient vous former avant et que vous allez prendre confiance en vous et vous allez vous dire, bah oui, effectivement, là, je maîtrise et donc je vais pouvoir me lancer. Alors, barista, c'est un vrai métier. Hein. De plus en plus, on entend ce terme de barista, donc le sommelier du café, l'œnologue du café. Donc, c'est celui qui extrait le café, qui le moud tout d'abord, qui va sublimer le café qui a été torréfié par le torréfacteur, mais c'est surtout celui qui est en contact avec la clientèle. Donc c'est celui qui va savoir parler des origines, c'est celui qui va faire rêver le client, c'est celui qui va fidéliser son client et qui va pouvoir lui demander ou ne même plus lui demander le matin quand son client habitué va arriver dans son coffee shop, il saura qu'il doit servir un latte avec un double shot, avec tel type de mousse, etc., dans tel type de tasse si le client l'a demandé. Donc vous voyez bien que ça demande de s'intéresser aux gestes, ça demande de se former pour être à l'aise, quoi. Parce que quand vous serez tout seul dans votre coffee shop, vous allez avoir votre clientèle. Si vous faites quelque chose, alors vous n'aurez pas trop le droit à l'erreur. Hein. Peut-être, le premier jour, on vous pardonnera un peu, mais si au bout d'une semaine, vous avez des amateurs de café qui viennent boire un café et on voit que le résultat n'est pas attendu, personnellement, rien ne m'agace plus que de voir marqué coffee shop et de rentrer et de voir des machines automatiques ou de voir qu'il n'y a pas du café de fraîchement torréfié ou de voir que j'ai pas d'indication sur le café qu'on me sert. Donc attention quand vous vous dites coffee shop, attention à ce que vous offrez à votre client derrière parce qu'il ne vous laissera pas passer 50 fois. Hein. Alors, encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais coffee shop. Il faut juste savoir ce que vous désirez faire, sur quel territoire vous voulez vous implanter. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je dirais en torréfaction, le niveau d'exigence est encore plus élevé, puisque là, vous avez un vrai geste technique, encore peut-être même plus poussé au niveau de sa technicité et de sa complexité que le barista. Et autant barista, à un moment donné, vous allez pouvoir apprendre, je dirais, en un temps plus ou moins rapide, autant le métier de torréfacteur, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer sur les machines, il faut pratiquer pour comprendre
qu'est-ce que le torréfacteur va chercher à faire. Voilà, donc vous voyez bien qu'il va falloir vraiment se poser cette question. Du coup, on peut avoir des volontés en torréfaction de s'orienter et de se former différemment. Et je voudrais que Maria nous parle de son expérience de The Beans on Fire, que je cite en permanence dans les formations, puisque c'est une possibilité pour les gens de venir, avant d'investir sur un torréfacteur qui va leur coûter, tu vas nous dire le prix, hein, de venir pratiquer chez vous et de venir apprendre, collaborer, échanger avant de se lancer. Maria. Du coup, en effet, beaucoup de gens qu'on accompagne, et c'est soit des gens qui, pendant des années, ont cherché un local, mais à cause des coûts de contraintes techniques qui demandent une torréfaction, n'ont jamais trouvé le bon local. Donc du coup, c'est le type de personnes qui viennent nous voir, ils nous disent « Maria, je voudrais commencer à torréfier chez toi parce que j'ai déjà les produits, je sais déjà très clair dans ma tête quelle est la gamme de cafés que je vais utiliser, je connais les clients à qui je veux vendre, je vais commencer à prospecter avec un vrai produit final. » Du coup, le fait de venir et torréfier chez nous, ça leur permet de sortir un produit fini au marché à moindre coût. Moindre coût, ça ne veut pas dire pas coût du tout. Parce qu'il y a quand même le coût de la formation, il faut s'entraîner. Donc, comme on a dit tout à l'heure, être torréfacteur, on n'apprend pas en une semaine à être torréfacteur, c'est en faisant et en torréfiant des broches et en torréfiant des cafés différents, avec des process différents. Et l'hiver, c'est différent par rapport à l'été. Quand il fait très chaud, il faut adapter sa courbe. Et comme ça, je peux continuer à citer plein d'exemples différents. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. Il faut investir, mais il ne faut pas sortir tout de suite 120 000 € pour installer un atelier. 120 000, ça va dépendre bien sûr de quel type de machine. Si on va acheter une Loring, on multiplie ça par 2 ou 3. Si on achète une dizaine, 6 kg, 15 kg, bon, tout va changer vraiment de la marque de la machine, de la taille de la machine, à quel point on veut aménager son laboratoire de contrôle de qualité, quel type de matériel de sachage on veut avoir, est-ce qu'on veut une ligne de production, on va commencer comme nous tous, on a commencé avec la petite pelle et la balance, ou semi-automatisé, on a une petite machine qui nous aide à impacter. Donc du coup, une bonne partie des gens qui nous rejoignent sont dans ces cas de figure. Et on a eu même récemment Doufi et Chloé et Marie de Alba Coffee Shop, et dont on est très très fiers de cette fille, qui sont un super projet, du coup maintenant à Paris, dans les 18e. Et elles ont commencé leur recherche il y a 2 ans à Strasbourg, en plein centre-ville. Parce que Marie, elle vient de là-bas et c'était son rêve de pouvoir s'installer là-bas. Impossible. Super cher. Aucune banque les a suivis. Pourtant, ils avaient vraiment des connaissances financières très solides, avec un très bon apport. Aucune banque a suivi leur projet. Du coup, ils ont commencé à se former, avoir de l'expérience, accumuler justement de l'expérience. Et quand ils ont présenté leur dossier à la banque, du coup, à Paris, maintenant avec un local sans extraction, parce qu'ils ont dit, OK, on abandonne l'extraction, on a compris que, voilà, qu'on va trouver une autre solution pour la torréfaction. C'est elles-mêmes qui torréfient, donc elles sont torréfactrices et ils ont leur propre identité. C'est pas qu'ils ont donné à tertiariser ça, ils ont donné elles-mêmes, ils ont continué à faire le produit, mais ils n'ont pas dû investir dans une machine, dans l'extraction, dans tout ce que ça implique du coup d'avoir une torréfaction. Donc ça, c'est un premier cas de figure des gens qu'on accompagne. Il y a aussi une bonne partie des personnes qu'on accompagne, qui sont des projets, des coffee shops déjà installés. Et comme beaucoup de coffee shops, qui dans un premier temps, ils sont juste coffee shops. Et ils s'achètent des cafés à des torréfacteurs, en Europe ou à Paris, etc. Et ils s'installent. Et 2-3 ans sont passés, ils commencent à avoir déjà des bonnes rentabilités et ils commencent à s'intéresser sur la chaîne des valeurs un peu plus en amont. Et ils se disent, pourquoi pas nous-mêmes devenir torréfacteurs. Donc ça, c'est la suite logique de beaucoup de coffee shops. Et donc notamment, et là je peux citer KB, et qui ont commencé du coup chez nous, et qui après, quand ils ont le volume nécessaire pour avoir leur propre machine, ils ont eu leur propre machine. Et on a aussi Omnino, qui pendant 3 ans, il venait depuis Strasbourg, il faisait les allers-retours pour torréfier chez nous. Et jusqu'à le jour, il m'a dit, Maria, là, j'ai besoin de ma machine. Et là, on a dit, Christophe, on a tout gagné.
C'est super de pouvoir accompagner des projets comme ça, qui au bout de 2-3 ans nous disent « j'ai plus besoin de toi, je suis plus gros que toi en fait. J'ai besoin de ma machine pour moi toute seule. » Et ça c'est génial. C'est le type de projet qu'on veut accompagner, les gens qui se donnent les chances pour démarrer, mais en se posant les bonnes questions. Donc je comprends et je reçois beaucoup de gens qui m'appellent et avec cette idée un peu romantique des Maria, mais je veux ma torréfaction, me réveiller tous les matins, sentir les odeurs du café qui m'embaument et voilà, il a décoré, mettre des plantes vertes et tout ça et tout ça et tout ça. La torréfaction, ce n'est pas que ça. La torréfaction est être le technicien de sa machine. Moi, je suis la technicienne de ma machine. Donc oui, il faut savoir réparer une machine, il faut connaître un petit peu l'électronique, il faut savoir l'entretenir, il faut savoir la nettoyer. Donc on peut passer 6 heures à torréfier devant l'ordinateur et c'est très, très chic avec le Cropster et tout ça. Mais avant ça, il y a toute la préparation des batchs parce qu'on reste artisanal, on n'a pas encore des lignes de production automatisées. Et après, il faut nettoyer sa machine, il faut faire les contrôles de qualité. Bon, il y a plein de choses qui sont moins romantiques, mais qu'il faut savoir que ça existe et que ça y fait partie. Donc, quand on est dans un endroit partagé et collaboratif, il y a beaucoup de ces tâches qui sont partagées. Du coup, il y a des pros, il y a des contres. Et les pros, c'est le fait de pouvoir partager un matériel et acheter des choses qu'on va acheter en commun, que du coup, on va pouvoir rentabiliser plus vite. Et on va pouvoir entre nous s'entraider, se former, se poser les bonnes questions, pas commettre les mêmes erreurs que nos collègues, etc. En revanche, et je ne vais pas pouvoir décider du type de machine. Donc, il y a des gens qui me disent « Maria, je voudrais bien une Giesen, mais j'ai 2 Dedrich. » Du coup, tant que je n'ai pas rentabilisé cet achat-là, cet investissement, on ne va pas se lancer sur une machine, sur une autre machine. Donc, il faut accepter que dans un endroit partagé, c'est comme une colocation. Il y a des responsabilités, il y a des devoirs, on doit faire attention aux autres. Et on stocke tous les cafés ensemble, donc on est très respectueux du matériel qui est mis à disposition et qui est à service de tout le monde. Et donc, si l'appel disparaît, ça peut paraître anodin, mais c'est embêtant parce que du coup, comment je vais faire pour réparer mes batchs? Donc, il faut savoir qu'on est dans un endroit où les choses appartiennent à tout le monde, donc il faut faire attention à l'autre. Et il faut essayer de rester propre. C'est un atelier, donc on essaie de laisser la machine super propre pour la personne qui arrive par la suite. Aussi parce que parmi les 27 torréfacteurs collaboratifs, dont 13 femmes, c'est important de le savoir, c'est possible d'être femme torréfactrice, d'être enceinte et torréfiée. Je l'ai fait, c'est possible. Voilà. Pour que vous n'ayez pas peur, c'est possible de le faire. Non, mais c'est souvent la question qu'on me pose. Donc voilà. Homme, femme, tout le monde peut torréfier. Et puis, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. C'était par rapport au torréfacteur. Du coup, on est 27 et nous tous, on a des projets divers. Bien sûr, on vend tous du café. On sort ensemble dans beaucoup de choses. Mais chacun et chacune a des projets qui se distinguent et qui a quelque chose qui apporte quelque chose de différent au marché. Et ça fait que du coup, ça marche. Ça fait que du coup, même si on est concurrent, c'est une concurrence positive. Voilà. Et je dirais même c'est une émulation. C'est une émulation, tout à fait. Absolument. Et c'est vrai, on a parfois du mal avec les porteurs de projets de vous convaincre d'aller vers la torréfaction collaborative. Alors, parfois parce que vous ne connaissez pas, du coup, c'est la façon de découvrir, mais c'est vachement intéressant. Mais je pense que c'est vraiment un moyen de sécuriser votre investissement financier de départ. C'est vous rassurer, vous, en tant que porteur de projet, et de vous dire, au moins, je vais, avant de dépenser toutes mes économies, plus un emprunt bancaire sur lequel, je vous rappelle, vous allez être caution personnelle. On ne va pas parler des cautions aujourd'hui, mais disons, vous verrez que les cautions personnelles, il y a bien qu'Initiative France, les réseaux entreprises, où le prêt d'honneur, vous ne portez pas caution sur votre personne, mais la banque, oui. Hein, vous allez voir qu'il y a une partie qui va être de votre crédit, de votre emprunt bancaire. Vous allez devoir cautionner, vous, à titre personnel. Donc, vous voyez bien qu'au-delà de l'investissement que vous mettez de votre poche, vous allez devoir aussi prendre un risque. Plus ce risque est grand, plus vous risquez, si vous perdez, de perdre beaucoup. Donc, la torréfaction artisanale collaborative vous permet finalement de maîtriser ce risque, de mieux le gérer et surtout de se dire le jour où vous vous lancez, comme disait Maria, vous le ferez beaucoup plus sereinement
et avec moins de risques financiers, car au final, ce que vous allez faire tous là aujourd'hui, enfin demain, j'espère pour vous, il faut que ça soit un plaisir, il ne faut pas que ça devienne un cauchemar. Voilà, donc on a été là, j'espère, pour répondre à vos attentes. En tous les cas, je voulais remercier parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je vais prendre une question, si une ou deux, si par hasard il y avait une question dans l'audience. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour les intervenants? Pas de question, je vous ai mis la pression là parce que si. Je voulais savoir, pour les torréfacteurs, comment vous vous êtes formé, par qui vous êtes passé, et m'expliquer un peu votre parcours, d'où vous êtes parti, si cette passion existait déjà ou si elle s'est développée au fur et à mesure de votre travail. Donc j'aurais aimé savoir ça. Donc on va reporter finalement la conférence d'après. Non, on a commencé à se former. Mon parcours a commencé dans les bars. Donc j'étais barman il y a très longtemps. Et après, quand même, comme vous avez compris, je suis italien. Donc en Italie, il n'y a pas forcément la différence entre barman et barista. Donc quand on est derrière un comptoir, on fait du café, on fait du cocktail. Donc j'ai commencé à travailler dans un local où on faisait 10 kilos de café par jour. Donc c'était pas mal, c'était une belle école. J'ai décidé par la suite de partir, de voyager et je suis retourné autour de 2013 et j'ai décidé de me spécialiser dans les cafés. J'ai passé toutes les certifications SCA et j'avais un objectif, c'était vaincre ma timidité, donc je me suis un peu boosté. Et j'ai décidé en 2018, déjà en 2017, de faire un championnat de France, un barista, qui m'a permis en 2018 de le gagner. Je ne parle pas du championnat forcément parce que c'est un championnat, mais un championnat c'est un parcours. Et dans ces parcours, ça permet d'évoluer énormément parce qu'on cherche l'élitisme. Et quand on cherche, quand on va travailler les détails, quand on cherche toujours une réponse à chaque question, on arrivera toujours très loin. C'est comme ça que je me suis formé, bien sûr, dans des écoles de formation, mais aussi beaucoup en personnel. Comme je disais tout à l'heure, ça ne s'arrête pas en formation. Il faut de la recherche, il faut comprendre comment ça marche les produits, il faut de la pratique, comme elle disait Maria. Donc, pour devenir un vrai torréfacteur, un vrai barista, il faut du temps. La seule chance que vous avez, c'est qu'on est en France, on n'est pas en Nouvelle-Zélande, on n'est pas en Australie, où le niveau il est très très haut. Donc, on a le temps. Okay? Donc, il faut bien traiter les clients. Une chose qu'on n'a pas dit dans cette conférence, je voulais juste le dire, on a parlé de technicité, on a parlé des financements, mais les savoir-être derrière un comptoir, c'est très important. Un sourire derrière le comptoir, c'est très important. Si moi, je fais les plus bons cafés du monde, les plus belles latte art du monde, ok, mais je suis en porte fermée, mes clients ne viendront pas. Si je suis ouvert, ok, et j'ai fait un bon café de qualité, peut-être que je ne suis pas encore au top, les clients reviendront. Donc soyez ouverts, c'est un métier de passion, c'est un métier dur aussi parce que quand même on reste beaucoup debout, on fait beaucoup d'efforts physiques, mais c'est extraordinaire. Donc lancez-vous si vous avez la possibilité. Maria? Alors, je vais faire rapidement. Du coup, je commençais avec la caféothèque, comme beaucoup de gens ici autour du café. Et après, pour beaucoup de choses, beaucoup de raisons, je trouvais qu'il fallait que, dans un milieu d'hommes, il fallait que je demande que j'avais les compétences pour. Et là, j'ai enchaîné les formations partout. Morten Munchen, Patrick Rolf, des spécialistes en Colombie. J'ai enchaîné 3 années avec plein de torréfacteurs différents, jusqu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, là, il faut vraiment avoir confiance en soi, se lancer, faire, et c'est un mix entre les deux qui ne s'arrête jamais. C'est se former, faire, avoir confiance, tester et rebelote. Et c'est un cycle comme ça tout le temps. On teste, on voit et on continue à se former en permanence. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci encore à tous. On vous retrouve sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube du Collectif Café. Et on peut applaudir très fort nos intervenants. Merci. Merci beaucoup.